là-bas, je suis ici, je suis un peu plus libre pour dire des choses. Et donc, l'idée de faire IVAR à Oran, c'était pas facile, parce que les gens d'Alger n'aiment pas généralement que les événements se passent en dehors d'Alger. Donc, je le dis de manière franche. Donc, heureusement qu'il y avait la Direction Générale de la Recherche et Développement Technologique qui nous a soutenus, et aussi, bien évidemment, nos chers sponsors qui nous ont vraiment aidés à financer donc, cet événement. Je remercie bien évidemment l'Université d'Oran 1, l'Université d'Oran 1 de nous héberger, de nous accueillir, et de nous accompagner plus qu'il en faut. Je remercie bien évidemment aussi mon ami Hafid Hafaf, le professeur Hafid Hafaf, que je savais qu'il était bien, on va dire, compétent pour organiser ce genre d'événement. Je l'ai connu d'ailleurs à l'ENITA, je crois qu'on s'est rencontrés la première fois à l'OMP, on a fait une conférence ensemble. Et puis je savais que de toute façon à l'Université d'Oran, je dis l'Université d'Oran, pour ne pas dire Oran 1, Oran 2, Usto, pour moi c'est la même université, donc on l'a vu aujourd'hui à le témoignage, il y a les trois, on va dire, représentants de ces trois universités qui sont là, c'est ce qui est assez rare aussi. Donc il faut le souligner, c'est très positif. Je vais commencer maintenant donc... ah oui, j'ai oublié de remercier Madame la vice-rectrice, je crois qu'elle est partie avec le directeur, donc Madame Ilès, qu'on a embêté énormément. On l'a dérangée énormément, mais elle était toujours souriante et elle nous a vraiment aidés à organiser cet événement. Alors, on va commencer donc la première présentation. Alors, cette première présentation, j'ai essayé de la faire de la façon, on ne va pas dire la plus simple possible, en tout cas la plus didactique possible, parce que dans une école comme celle-ci, il faut que la première présentation ne fasse pas peur aux gens, d'accord? Il y a beaucoup parmi vous qui sont des participants qui, a priori, ce n'est pas leur domaine premier, la réalité virtuelle augmentée. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est que ces nouvelles technologies, d'où elles viennent, quels sont les concepts, quelles sont les techniques, et surtout quelles sont les applications de ce type de technologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle? On va dire de manière générale. Alors, elle a été un petit peu résumée dans ce que vous voyez un petit peu dans le transparent. C'est une interface, donc utilisateur-machine, mais qui est un petit peu de haut niveau et qui va impliquer tous nos sens, c'est-à-dire la vue, la vision, l'odorat, qui peut être aussi intéressant. Et donc, l'idée, c'est que on va permettre à un utilisateur quelconque, équipé d'un certain équipement que j'ai montré tout à l'heure, et qui va lui permettre d'être dans un environnement, ce qu'on appelle virtuel, qui peut ressembler au réel ou qui peut être complètement artificiel. Et lui permettre de manipuler et jouer, on va dire, de quelque sorte, avec ces objets. Bien évidemment, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la réalité virtuelle depuis quand on a commencé jusqu'à maintenant. Vous pouvez retrouver ça sur Internet, c'est pas très compliqué à trouver. Mais disons que ce n'est pas des informaticiens, ni des électroniciens qui ont plus ou moins inventé la réalité virtuelle, c'était des biologistes, et qui travaillaient, des chimistes, voilà, et qui travaillaient sur les molécules. Et donc, vous voyez ici dans la photo à gauche, comment on manipulait l'invention. Donc c'était à l'université de Chicago, aux États-Unis, où on voit un modèle, on va dire, de molécules, et une personne ici qui a ici une sorte de bras robotique et qui va essayer de manipuler les objets. Bien évidemment, ça date, vous voyez un petit peu, de 1977, et c'est comme ça que s'est développée la réalité virtuelle. Et pour résumer, en fait, la réalité virtuelle a subi le même essor et les mêmes problèmes que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle a démarré très fort, avec les systèmes experts, les systèmes à base de règles, et ainsi de suite. Et puis après, elle s'est un petit peu endormie, pour des raisons diverses. Et ensuite, elle s'est redéveloppée maintenant avec les réseaux de neurones, le deep learning, l'apprentissage, et ainsi de suite. Et bien la réalité virtuelle, c'est pareil, mais avec d'autres causes.
Donc on a eu pendant une dizaine d'années un développement énorme, mais les prix de ces machines étaient tellement chers et non satisfaisantes que ça s'est endormi pendant une quinzaine, une vingtaine d'années. Et puis un certain nombre d'industriels ont lancé ce qu'on appelle les premiers casques de réalité virtuelle, et ça a vraiment relancé complètement la réalité virtuelle. Et depuis 5 ans, ces casques sont devenus tellement démocratiques en termes de prix que maintenant il y a pas mal d'applications et on peut acheter ces casques en fait dans n'importe quel supermarché en Europe. C'est pas encore arrivé en Algérie, mais il y a des casques déjà qui se vendent en Algérie, mais qui ne sont pas très professionnels, on va dire. D'accord ? Donc on voit que la réalité virtuelle est revenue en force ces dernières années. L'indicateur numéro 1, c'est que c'est Facebook. Facebook a lancé le recrutement de 10 000 ingénieurs en Europe pour lancer son projet qui s'appelle Metaverse, dont je vais expliquer tout à l'heure ce que c'est. Et ça va vraiment faire, on va dire, exploser les potentialités et les applications autour de ces technologies. Alors, j'ai un petit peu expliqué un petit peu ce que c'est la réalité virtuelle. J'avais oublié de dire que c'est pas comme le cinéma 3D. Alors, le cinéma 3D, vous êtes assis comme ça, et vous avez un film qui passe, et vous êtes passif. Vous ne pouvez pas agir sur le film, du début jusqu'à la fin. D'accord ? Alors que la réalité virtuelle, vous avez les objets, vous pouvez les faire bouger. Donc on vous a ramené aussi des casques qu'on pourra vous montrer, je pense, c'est demain, les démonstrations de réalité virtuelle, donc avec de jeunes développeurs et programmeurs et ingénieurs algériens. Et je vais revenir un petit peu au titre en fait, de cette Spring School qui est Extended Realities. Alors c'est quoi? En fait, c'est le fait que vous avez tout à fait à droite ce qu'on appelle l'environnement virtuel. À gauche, vous avez les images réelles qu'on peut traiter avec des systèmes de traitement d'images. Et en allant donc du virtuel vers le réel, on va rajouter des propriétés réelles à l'environnement virtuel. Par exemple, ici, vous avez un modèle d'un avatar auquel on a ajouté un visage réel d'une personne. Et à l'inverse, dans le réel, on peut ajouter aussi des objets virtuels, comme la TR ici qui est virtuelle et la scène ici, elle est réelle. Et en fait, l'extended reality, en fait, on peut l'appeler aussi mixed reality, ou XMR, ou XR, hein, d'accord? Et qui est un continuum qui va de l'image réelle à l'image virtuelle, ou de l'image virtuelle à l'image réelle. Donc, en fait, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de différence entre ce qu'on appelle réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. Ça dépend comment on va composer les objets réels avec les objets virtuels. Et ça pose bien évidemment un certain nombre de problèmes, en particulier des problèmes dans lesquels on peut faire des sujets de thèse, de doctorat, ou des sujets de recherche, ou des projets de recherche autour de ces technologies de réalité étendue. Alors, 3 éléments importants quand on veut faire la réalité virtuelle. Et s'il n'y a pas ces 3 éléments, on va dire les spécialistes de la réalité virtuelle considèrent que ce n'est pas de la réalité virtuelle. La première des choses, c'est l'immersion. D'accord ? Parce que si vous n'êtes pas immergé dans l'environnement virtuel, eh ben, c'est compliqué de faire de la réalité virtuelle. Si vous avez un écran en face de vous, vous n'êtes pas immergé. Vous allez voir quand vous allez tester le casque, ce que ça veut dire l'immersion. Et cette immersion, qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle va apporter le fait que quand vous allez mettre le masque, vous allez presque immédiatement bouger, manipuler les objets. D'accord? Ça a un avantage que je vais expliquer un petit peu tout à l'heure. Donc ça, c'est la première fondamentale, on va dire, de la réalité virtuelle, c'est l'immersion. L'arabia, c'est l'indimage. Et puis, la deuxième chose importante, c'est l'interaction. C'est-à-dire, si vous êtes dans un environnement virtuel et que vous voyez un film aussi, ce n'est pas de la réalité virtuelle. Il faut que vous arriviez aussi à faire bouger les objets, modifier, et ainsi de suite. Poser une balle ici, à un autre endroit, manipuler un corps virtuel, par exemple d'un malade, un patient virtuel, et ainsi de suite. Donc les 2 éléments importants, c'est l'immersion et l'interaction. Donc interaction humain-machine. Et puis un dernier fondamental, c'est ce qu'on appelle l'imagination, c'est-à-dire il faut essayer de trouver, parce que la réalité virtuelle ne s'applique pas partout,
comme toutes les autres technologies. Donc il faut trouver les applications qui peuvent, dans lesquelles la réalité virtuelle ou les réalités étendues sont utiles. Alors, maintenant, pour l'immersion, il y a deux technologies différentes. D'accord ? Il y a ce qu'on appelle la technologie type cave, et puis il y a la technologie type casque, HMD. Alors, la technologie cave, c'est quoi? C'est vous rentrez dans une chambre, d'accord, dans une salle, où tous les écrans que vous voyez ici, donc ça c'est des écrans, et on voit ici le schéma de ce dispositif. En fait, c'est des écrans translucides, donc ils laissent passer la lumière. Vous avez l'utilisateur ici, et vous avez pour chaque écran ici un vidéoprojecteur qui projette les images sur cet écran-là. D'accord ? Donc, imaginez que dans cette salle-là ici, vous avez ce mur-là, celui-là, et ainsi de suite. Donc, on peut aussi avoir le sol et le plafond. Et derrière ce mur, il y a les vidéoprojecteurs. Et donc, un système assez complexe, où l'utilisateur ici va porter des lunettes, ce qu'on appelle 3D, et qui vont lui permettre de voir en 3D. C'est ça le principe de ce qu'on appelle une cave. Alors, cave, ça ne veut pas dire cave, mais bon, ça a été trouvé comme ça, dès que c'est cubique, quelque chose de et vous avez ici quelques exemples d'applications de ce type, on va dire, de dispositif de type cave. Ici, vous avez un seul écran, donc il y a un squelette sur lequel un médecin est en train de former ses étudiants. Là aussi, et puis là c'est des gens qui sont en train de faire une visualisation d'une voiture, d'une conception d'une voiture. Alors, l'avantage de cette technologie du type cave, c'est que l'utilisateur n'a pas un casque qui va l'isoler du reste du monde. Donc, il met les lunettes, il voit le 3D, mais il voit son collègue qui est à côté de lui. Donc, ils peuvent parler, et ainsi de suite. Il n'est pas isolé. D'accord ? On peut faire donc un certain nombre d'applications collaboratives. L'inconvénient de ces technologies, il y en a deux. D'abord, le prix. D'accord ? Quand on l'a installé, nous, à Orsay, il y a une vingtaine d'années, il nous a fallu 4 millions d'euros. D'accord ? Yeah. Donc, maintenant, ce type de dispositif coûte à peu près 500 000 euros. Mais pas moins. Même les Chinois n'arrivent pas encore à faire baisser, même. Parce que les Chinois aussi développent ce genre de technologie. La deuxième difficulté, c'est que vous aurez besoin de 2 ou 3 ingénieurs qui s'occupent que de cette plateforme. Parce qu'il y a un serveur qui va gérer la synchronisation des écrans, et ainsi de suite. C'est assez complexe. Et souvent, ces vidéoprojecteurs tombent en panne, donc on en souffre. Donc, c'est pas facile. Donc, il faut toute une équipe d'ingénieurs et de techniciens qui gèrent ce type de... Mais c'est quand même quelque chose qui s'est développé énormément dans le monde. Malheureusement, on a lancé le projet au CDTA il y a 5 ans. On avait l'argent, la direction générale de l'argent, mais la bureaucratie des appels d'offres, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore notre cave en Algérie. On espère qu'on l'aura, Inch'Allah. Alors, l'autre technologie qui n'est pas cave, c'est à base de casque. D'accord ? Avec ce transparent, cela va nous permettre on va dire, de vous expliquer comment l'humain voit en 3D. D'accord ? Donc, si je demande à mon collègue Faisal, non, tu peux rester. Je suis à combien de mètres de toi? La distance, est-ce que tu as une distance? 4 mètres, d'accord? Et maintenant? 1,5 mètre. Alors, comment fait ça? Calcule 1,5 mètre et 4 mètres. Déjà, il calcule bien. Hein? Mais comment fait ça dès qu'il calcule ça? Ou comment son cerveau calcule ça? Parce que quelqu'un sait. Il faut d'abord avoir une référence. Tous les années, oui. Il faut d'abord avoir une référence. La référence, c'est 1% de la réponse. Il y a aussi l'expérience, bien sûr. C'est la référence, c'est ce qu'on a l'expérience, donc c'est 1%, 2%, 3%, pas plus. Mais le facteur principal, c'est notre deuxième. Parce que si
on n'avait pas 2 yeux, on ne verrait pas en 3D. Donc on ne peut pas calculer la distance. Après, certains vont me dire, si je fais ça, je vois en 3D. D'accord ? Moi, je pourrais vous montrer des expériences que si vous mettez ça, vous ne voyez pas en 3D, ça c'est clair. Il ne faut pas conduire en faisant ça aussi, parce que vous ne verrez pas les voitures qui arrivent. Alors, en fait, le principe, il est très simple. Faisal, quand je vois ici, son image va être projetée sur ma rétine gauche à une position x1 par rapport au centre de la rétine. Et sur mon œil droit, il va être projeté sur une position x2 par rapport au centre. Et après, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait x2 moins x1, une soustraction. Ce qu'on appelle la disparité binoculaire. Et le cerveau, avec une triangulation, toute simple, avec des sinus, des cosinus tangentes, une formule assez simple, le cerveau calcule le 3D. Et c'est comme ça qu'on voit le 3D. En fait, quand je suis loin, d'accord, cette distance est petite, d'accord? Et quand je m'approche de Faisal, cette distance va s'agrandir. Et c'est comme ça que le cerveau calcule en 3D, tout simplement. Donc tous les animaux qui ont 2 yeux, qui sont un peu en face, hein, pas les yeux ici, il faut qu'ils partagent une partie de la scène, voient en 3D. Tous les autres, ils ne voient pas en 3D. Ils ont d'autres technologies, d'autres techniques pour faire ça. Alors maintenant, comment nous on fait quand on met le casque pour voir en 3D? C'est comment tremper le cerveau. En fait, si vous regardez un petit peu sur cette scène-là, il y a 2 images et elles sont un petit peu décalées. Là, par exemple, là il y a là il n'y a pas. D'accord? En fait, on a pris une image à un endroit particulier, on s'est déplacé et on a pris une deuxième image. D'accord? Et c'est ces 2 images qu'on envoie sur le casque, une gauche et une droite. Et avec ça, le cerveau, il a l'impression de voir deux images décalées, et il voit en 3D. Et c'est comme ça que quand on met le casque, vraiment, on voit comme si on était dans un amphi ici. Vous allez le tester après. Donc c'est le facteur le plus important à 95%. Après, il y a l'expérience, bien sûr, et les autres. Alors ça, c'est fait avec des casques. Alors ces casques-là qu'on peut acheter en Algérie, même celui-là. D'ailleurs, j'ai mis exprès cette photo parce que ce casque est construit par Condor, l'entreprise Condor algérienne. Mais les casques, on va dire professionnels, c'est plutôt ça. Il y a 2 grands constructeurs mondiaux de ces casques. Il y a Oculus qui est acheté par Facebook. C'est devenu maintenant Meta, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité technologique. Et il y a HTC, le coréen. C'est ces 2 technologies qui nous permettent de voir vraiment en 3D. Alors, ça a un avantage par rapport au Cave, c'est que c'est moins cher. Beaucoup moins cher. Un casque comme ça coûte autour de 400 €. C'est pas 500 000 €. D'accord ? Par contre, ça a un inconvénient. Certains vont, comme Raphaël, qui aime bien les casques, et il n'aime pas trop les caves, ça vous isole du reste du monde. Donc vous mettez le casque, vous n'avez que la réalité virtuelle. Bien sûr, on a trouvé une solution pour faire apparaître les personnes en mettant des avatars, ce qu'on appelle des avatars. C'est-à-dire que, par exemple, Faisal, il met un casque, moi je mets un casque. Dans le système informatique de réalité virtuelle, je crée l'avatar de Faisal, qui est une représentation numérique virtuelle, et je crée mon avatar, et donc je peux voir son avatar. À chaque fois qu'il bouge, l'avatar bouge en conséquence, et donc j'ai l'impression d'être avec eux. Et ça me permet de vous dire que c'est le principe de ce qu'on appelle le métaverse. D'accord ? Le mot qui maintenant, on entend un peu partout, Facebook a changé son nom en Meta pour faire métaverse, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais c'est ça le principe du métaverse, c'est qu'on met des casques et chacun voit les avatars des autres personnes et communique avec eux, c'est ça qui est important. Ça c'était la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est un petit peu différent. En fait, la réalité virtuelle, c'est, en termes de coût, c'est beaucoup moins cher, bien évidemment en termes de matériel, je ne parle pas en termes de logiciel, parce qu'en fait, on utilise des tablettes et des smartphones, d'accord ?
On va vous montrer aussi quelques exemples pendant les démonstrations. Vous avez une tablette, d'accord? Vous rentrez dans votre salon, vous voulez acheter un nouveau canapé, d'accord? Soit vous allez au magasin et devinez que le canapé que vous allez acheter va vraiment correspondre à la forme de votre salon, aux couleurs de votre salon, soit avec la tablette. La tablette a une caméra, ou le smartphone, donc vous allez voir votre salon, et vous allez voir aussi le canapé virtualisé. Et vous pouvez changer numériquement la couleur du canapé, sa forme, et jusqu'à ce que vous tombez sur quelque chose qui est satisfaisant. Et là, je dis, voilà, je veux commander ce salon. Et c'est aussi cet esprit-là que Metaverse se lance. Il se lance dans ça parce qu'il veut concurrencer Amazon et compagnie pour pouvoir justement sociabiliser les gens pour aller acheter en 3D des objets dans les magasins virtuels. Bien sûr, comme pour les casques, il y a aussi de la réalité virtuelle la réalité augmentée qui coûte un petit peu plus cher, c'est ce qu'on appelle les see-through glasses, c'est-à-dire c'est des lunettes dans lesquelles on voit le réel, mais on peut afficher sur les lunettes des informations. D'accord ? Et donc ça permet par exemple à un médecin, par exemple, de voir aussi bien le corps réel du patient, mais aussi l'intérieur du corps en virtuel. D'accord ? Superposer les deux. Alors bien évidemment, pour faire ce genre de choses, comme on est un petit peu en informatique, on va dire, en électronique, il faut programmer ces applications. Alors, comme pour toutes les applications informatiques, il faut à la fois concevoir l'algorithme, le programmer, d'accord, l'utiliser, le tester, retester, enfin, tout le cycle. Pour la réalité virtuelle, c'est plus ou moins la même chose. Sauf que, bien évidemment, il y a des parties donc, de conception ici, partie de développement, et puis après vous avez le cycle test, retouche du programme, et ainsi de suite. Dans les spécifications ici, je ne vais pas rentrer en détail parce qu'on n'aura pas le temps, mais on ne fabrique pas une application de réalité virtuelle comme un algorithme de tri, un programme de tri ou une application simple. Parce qu'il y a l'utilisateur. Donc il faut faire attention. Quels sont ses besoins, comment il va interagir avec les objets, est-ce qu'avec le geste simplement ou avec d'autres interactions avec la voix ou en interaction ce qu'on appelle multimodal, c'est-à-dire mélange voix et geste, comme je le fais ici actuellement quand je vous parle, d'accord ? Donc c'est pas aussi simple que ça. Puis après il faut développer la partie graphique qui va être expliquée par nos deux chers professeurs, donc Alain Chalmers et Tani Bartouche, pour vous dire la complexité algorithmique à faire ce qu'on appelle du graphique. D'accord ? Donc, et l'application, par exemple, si je veux faire une application simple, ça se modélise d'une certaine façon. Si je veux faire des scènes réelles, par exemple, représenter l'amphi tel qu'il est, là, il faut des représentations informatiques, 3D, de l'éclairage, maîtriser l'éclairage de la scène, voilà. Il y a un tas de trucs que mes collègues spécialistes du graphique qui vont vous parler de ça. Et après, il faut aussi rajouter, est-ce qu'il y a une partie vision? Est-ce qu'on veut reconnaître les gestes? Est-ce qu'on fait traiter la scène en 3D? Et là, il y a d'autres technologies et d'autres algorithmes de vision par machine, de traitement d'image, d'image processing. Et là aussi, on vous a ramené donc deux spécialistes qui vont vous parler de ces aspects de vision par machine, à la fois de manière, on va dire, théorique, mais aussi pratique par rapport à l'imagerie médicale, et ainsi de suite. Alors maintenant, je vais passer en revue, mais rapidement, on pourra en discuter tout au long de ces 4 journées, les applications de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la XR ou du métaverse. Bien sûr, un des premiers clients de la réalité virtuelle, c'est les militaires comme d'habitude. C'est les nouvelles technologies, c'est les militaires. Là, on voit par exemple qu'il y a un policier ici qui s'entraîne à tirer. Donc, généralement, les policiers ou les agents de sécurité vont dans un instant réel, ils tirent, donc il y a un danger pour les premiers tests, et ainsi de suite, pour les premières utilisations.
Donc l'idée c'est que le policier est équipé d'un casque 3D ou d'un écran comme celui-là, d'accord? Il a un pistolet factif, donc c'est pas un vrai pistolet, donc on le modélise en 3D aussi. On lui met quelque chose dans la main et il va pouvoir tirer pour savoir et apprendre à tirer, d'accord? Quel est l'avantage de la réalité virtuelle ici par rapport au stand? On va dire, on a un stand, pourquoi? Eh bien l'avantage c'est ce qu'on appelle s'adapter à la scène dans laquelle on est en train de tirer. Donc par exemple, si vous prenez des policiers, vous voulez les entraîner dans une urbaine d'un quartier d'Oran, après vous voulez changer un autre quartier, vous êtes obligé de les emmener à l'autre quartier. Si vous voulez les faire entraîner dans la forêt, il faut les emmener dans la forêt. Là, c'est le contraire. Je suis dans la même salle et je lui ramène le quartier 1, le quartier 2, la forêt. Donc c'est ça l'avantage généralement de la réalité virtuelle par rapport à ce genre de dispositif. Là, c'est pour entraîner en fait les parachutistes à sauter d'un avion. Bien évidemment, aussi, le deuxième secteur qui utilise beaucoup la réalité virtuelle, c'est un peu l'équivalent du cockpit d'avion. C'est tout ce qui est automobile, moto, voiture de course. Et donc, on fait entraîner en fait les pilotes avant de les mettre dans les vraies voitures. Il y a aussi la conception, ce qu'on appelle la conception assistée par ordinateur. Donc là, vous avez un utilisateur. Donc il y a deux écrans. Il y a un objet ici qu'il veut concevoir, et donc il va interagir avec le geste. Il a ici un gant numérique, il a des lunettes, il a un joystick ici, et il va pouvoir modéliser l'objet tel qu'il sera dans l'avenir. Donc ça a toujours cet avantage, bien évidemment, de concevoir maintenant, par exemple, tous les constructeurs de voitures au monde, dignes de ce nom-là, ils n'ont plus, quand ils font une nouvelle voiture, il n'y a plus l'ancienne maquette où ils vont retoucher, si jamais il y a une erreur, il faut ramener une autre maquette, et ainsi de suite. Maintenant, c'est fait avec la réalité virtuelle. Ils voient la voiture en virtuel, ils peuvent changer la forme de la voiture, ils peuvent changer l'intérieur de la voiture, on peut mettre la personne à l'intérieur de la voiture virtuelle pour savoir si le tableau de bord il va bien ou il ne va pas bien, et ainsi de suite. Donc il y a maintenant tous les constructeurs d'automobiles font ce genre de plateforme. Là, je voulais mettre ça aussi pour la partie ce qu'on appelle le contrôle de drone. Vous savez que généralement le drone est contrôlé par un... Comment vous appelez ça? Avec c'est un joystick, enfin, dans les jeux... Un joystick, un contrôleur, d'accord? D'accord? Donc, l'utilisateur ici, il a un casque ici, donc il voit ce que voit le drone, il va le contrôler. Donc et donc, il y a souvent, pour faire ce genre de choses, on fait apprendre aux gens pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à contrôler alors que si, ici, on enlève en fait le joystick, vous avez le drone, en fait on peut contrôler le drone avec les mouvements de nos têtes. C'est-à-dire quand je fais ça, le drone monte en haut, quand je fais ça, le drone monte en bas, et ainsi de suite. Donc ça a un avantage assez rapide pour l'apprentissage du contrôle du drone. Ensuite, je vais lancer cette vidéo juste pour montrer. Il n'y a pas le son. Là, tu as le son. La régie. C'est pas grave, de toute façon, je vais me parler. Donc là, c'est juste quelques applications, d'autres applications par rapport à la réalité virtuelle. Là, c'est Google Earth que vous connaissez, mais qui est en VR. D'accord? Donc, bien évidemment, pour ça, il faut avoir les données, les datas, pour faire ce genre de choses. Et donc, on peut visiter comme ça des villes, des régions, en mettant un casque. Là, ce que vous voyez, c'est un joystick, donc l'utilisateur peut manipuler et naviguer dans cet espace. Et donc, on peut voyager comme ça, n'importe où dans le monde, à partir du moment où on a les données de ces villes et de ces régions-là. D'accord? Et on peut passer d'une ville à une autre. Ça, c'est un deuxième type d'application. Je vous l'avais dit tout à l'heure, en fait,
Le monsieur, Prospect by Iris VR creates a simple and easy way to bring 3D designs from the computer into virtual reality. le monsieur là, en fait, il est en train de 3D scene or structure on dropping your saved file into the app. concevoir une salle de réunion. Donc il met les chaises, il les enlève, il met les tables. C'est avant d'acheter le mobilier, avant d'acheter quoi que ce soit. Fantastic contraption. Là, il est en train de faire des constructions un peu pour jouer. Students of all ages can work using simple machines to create contraptions that will Games. transport a ball to the goal. The design Serious games. with over 50 different challenges. Ce qu'on appelle les jeux sérieux, c'est-à-dire on fait aux gens, ils ont l'impression de jouer, mais sont en train de faire des choses d'apprentissage. King Spray Graffiti Simulator. This app is a must-have for any art classroom studying graffiti. Students can spend their time practicing graffiti principles in different mediums such as paper and pencil. But King Spray's Graffiti Simulator really showcases the power of VR to transport people into situations that wouldn't otherwise be possible. Voilà. Ça aussi pour éviter que les jeunes aillent faire du tag dehors, on leur fait des trucs virtuels pour faire. Blocks by Google. There are several design tools meant specifically for modeling in virtual reality. Each one is fairly unique in their approach, but what I like about Blocks is just how Voilà. Donc j'avais parlé tout à l'heure un petit peu du fait que généralement quand on fait de la réalité virtuelle, les applications c'est souvent visuel. C'est le graphique qui l'emporte sur le reste. En fait, bon, il y a bien évidemment un certain laboratoire de recherche. Donc celui-là c'est celui d'Orsay, c'est la cave qu'on a à Orsay. Donc on utilise à la fois la parole, le geste, mais aussi le haptique, c'est un bras haptique ici. Parce que pour certaines applications, par exemple de chirurgie, d'apprentissage, de la formation en chirurgie, ou des applications qui nécessitent ce qu'on appelle un retour d'effort, un feedback. Donc il faut avoir ce qu'on appelle un dispositif qui va vous permettre, quand vous arrivez à un objet virtuel, de s'arrêter, de sentir s'il est dur, s'il est mou, ainsi de suite. Donc le haptique aussi est important pour certaines applications. Ici vous avez ce qu'on appelle un gant numérique, ce qui permet en fait de capter les mouvements de la main, les mouvements des doigts pour pouvoir reconnaître des mouvements d'appréhension, des mouvements d'indication, et ainsi de suite. Et donc, généralement, on va dire les meilleures applications de réalité virtuelle, c'est ceux qui utilisent a priori différentes modalités, le geste, la parole et le visuel. Seulement dans le domaine, je dirais, industriel, on n'est pas encore arrivé à ça. Plutôt des projets de recherche, des sujets de recherche sur lesquels on peut lancer des doctorats pour l'aspect multimodal, c'est-à-dire comment fusionner, parce que quand vous faites un geste et vous parlez, par exemple, vous dites prends cet objet et mets-le ici, d'accord? Il y a la parole et le geste, mais il faut correspondre la parole et le geste, on ne peut pas mélanger les objets. Il faut savoir que je prends cet objet-là et je le mets ici. Alors, on a l'avantage à Orsay, c'est qu'on a un dispositif, ce qu'on appelle multimodal et multi-utilisateur. J'avais oublié, Patrick Bordeaux. Non, Patrick Bordeaux was donc, dans ce dispositif, de ce qu'on appelle de cave, j'avais oublié de dire qu'il y a un inconvénient aussi, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui est la référence, l'utilisateur. Par exemple, si vous avez deux personnes avec des lunettes, il n'y a qu'une personne qui voit le 3D exact. L'autre, il va le voir un petit peu, parce qu'on calcule souvent le graphique par rapport à un point de vue. D'accord ? À Orsay, on a la chance d'avoir un dispositif qui permet de voir deux vues, deux stéréos, deux 3D. C'est-à-dire que si je suis là, il y a Tadi qui est là, si le stylo, enfin le joystick qui est ici, moi je vois cette partie-là, et lui il voit cette partie-là. Ce qui n'est pas le cas dans les caves classiques. Et ce qui permet de faire des applications, ce qu'on appelle collaboratives. C'est-à-dire on peut avoir un corps, par exemple, ou un objet, et on va discuter ensemble avec Tadi, et on va modifier les objets, chacun selon son point de vue. Bien évidemment, ça augmente le prix du dispositif. D'accord ? Alors, bien évidemment,
dans l'industrie, la réalité virtuelle commence à vraiment à être vraiment présente. Là, je vous ai ramené quelques exemples. Vous avez ici un exemple d'une chaîne de production. En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va anticiper la mise en service d'une machine. Par exemple, avant d'acheter une machine complexe, on a son modèle 3D. D'accord? On crée ce qu'on appelle un jumeau virtuel de la machine. On met les utilisateurs avec un casque et ils vont travailler sur la chaîne avant que la machine arrive. Donc ça évite de casser le matériel, ça forme les gens avant et ça anticipe tous ces aspects-là. Nous, on a lancé cette année un projet PNR en Algérie sur ces aspects-là avec une société de laitage. Bon, je ne peux pas dire tous les trucs parce que ce n'est pas encore finalisé, mais disons que l'idée c'est de faire apprendre, former les gens sur une chaîne de production d'une machine complexe qui coûte cher avant que la machine arrive pour éviter ce genre de problème. Vous avez ici un exemple où on va apprendre aux travailleurs, aux ouvriers qui travaillent par exemple sur les hauteurs pour éviter le vertige. Donc on leur fait un système qui va les former à appréhender, à maîtriser le travail en hauteur. Et puis il y a d'autres applications comme par exemple l'oil and gas. Vous faites le jumeau virtuel d'une raffinerie comme Erzur par exemple, comme Erzur, et vous formez les techniciens de Sonatrach ou de Naftal à intervenir dans des endroits malgré que le fait que c'est virtuel. Et ça permet un certain nombre d'avantages. L'autre application importante, c'est le médical, santé. C'est vraiment, je vais vous donner tout à l'heure des chiffres. Ça va le traitement, pas vraiment le traitement, l'accompagnement des autistes. On sait que les autistes aiment beaucoup les images. Et donc il y a beaucoup maintenant de centres hospitaliers qui mettent les autistes dans des systèmes de réalité virtuelle pour pouvoir les former ou faire des cours classiques de mathématiques, de physique ou de la vie quotidienne. Il y a aussi tout ce qui est phobie, phobie de monter dans l'avion, phobie des araignées. Donc il y a aussi des centres hospitaliers qui utilisent la réalité virtuelle. Parce que la personne, quand il met le casque, même s'il voit l'araignée, c'est pas comme la vraie araignée. Donc on va essayer de lui apprendre d'appréhender ce genre de choses. Et puis il y a des choses beaucoup plus complexes comme maintenant on fait de la chirurgie réellement dans des blocs opératoires en utilisant la réalité virtuelle et la réalité augmentée, la formation à la chirurgie, et puis aussi quand par exemple pour éviter d'anesthésier les enfants ou les malades qui ont peur d'une opération quelconque simple, pas des opérations lourdes, on leur met des casques. On les fait voyager par exemple en un dessin animé ou on les fait voyager vraiment à travers le truc. Ils oublient un petit peu qu'ils sont en train d'être traités ou d'être opérés. Voilà, quelques exemples. Plus bien évidemment, la simulation complète d'un bloc opératoire avec un patient virtuel et vous avez les avatars de tous les professionnels de santé qui sont autour, donc les chirurgiens, l'assistant chirurgien, l'infirmière et ainsi de suite. D'accord ? Et là aussi, en Algérie, on a lancé un ou deux projets sur ces aspects-là pour la formation paramédicale, pour la prise de sang, ce genre de techniques de santé. Pour la réalité virtuelle, c'est pareil. Donc, on l'utilise, par exemple, pour guider une personne, un technicien, à manipuler une machine. Là, vous avez la machine réelle derrière. Et ici, il voit la machine et on lui indique ce qu'il faut faire. Ça évite de se ramener avec la documentation ou un expert international qui va venir. Donc, avec ce type de technologie, en fait, on peut accompagner ou aider ce qu'on appelle à faire de la e-maintenance. Vous avez la machine ici, on va lui dire il faut d'abord tourner ce bouton à droite et ainsi de suite. Donc, il y a à la fois la parole et les images qui vont lui indiquer. C'est pareil pour les autres. Alors ça, j'ai rajouté ce transparent, je crois que c'est la première fois que je le montre, pour remercier
un de nos sponsors, Maghreb Emballage, pour montrer aussi que même l'emballage, tout ce qui est pas ce qu'on appelle le packing, on utilise ce genre de choses. Donc c'est des vidéos que je vais lancer, et vous allez voir qu'on peut créer des... Vous avez des produits avec un emballage bien particulier, donc l'utilisateur vient avec une tablette ou un smartphone, et donc il y a des choses amusantes. Et donc, bien évidemment, ça rajoute un avantage par rapport au marketing. Voilà, un autre exemple. Ah non, même si ça me paraît louche. Aujourd'hui, je chante la Et puis on peut aller plus loin, vous allez voir, ça c'est Coca-Cola. En fait, ils créent des emballages qui vont se transformer en casque. Oui. Donc une fois que vous avez acheté votre pack de Coca, le pack en fait on ne le jette pas, vous allez voir, il va le former, il va le truc et ça va lui faire un casque 3D. Donc en termes de marketing aussi, là aussi c'est... On peut diminuer un petit peu le son. Merci. Voilà, ça fait un casque 3D. On met un smartphone. Il y a des applications sur Internet qu'on peut voir. Voilà, là c'est plus simple encore. Vous allez voir. Top, ça fait un casque. D'accord. Ça, c'est une application très récente de Google qui permet de faire la traduction en temps réel. Donc, il y a deux personnes qui ont chacun son langage, sa langue. Et donc, en mettant des lunettes, ce que vous avez tout à l'heure des see-through, les lunettes sur lesquelles on affiche les informations, et ben, quand la personne va parler, le système reconnaît la parole, fait la traduction et génère le texte qu'il faut pour... Just transcribed for you in real time, kind of like subtitles for the world. What we're working on is C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'immersion, interaction, j'ai parlé aussi d'imagination. Vous avez eu les imaginations qu'on peut faire avec and ce genre bringing that de to lots technologie. of... You see me? Oh, c'est terrible. Alors après, je vais vous montrer des choses où on peut faire de la 3D sans lunettes. Mais alors là, ça coûte beaucoup plus cher. Et quasiment, il n'y a que les Chinois qui savent faire ça. C'est ça. Donc en fait, c'est un bâtiment, là, ici. On a mis un écran sous une certaine forme, un écran LED, très très grand. Les gens sont dehors. Et vous allez faire qu'on peut faire tremper le cerveau. Voilà. Voilà. Et c'est que de la visualisation sur LED. Hein. Mais c'est la forme de l'écran. Et bien évidemment le graphique qui est derrière, voilà. On a l'impression qu'on fait entre eux. Je vais arrêter. Alors, pour faire honneur à Oran, on peut faire du 3D, ce qu'on appelle le hologramme. Là, non, très très bien. Donc le hologramme, c'est quoi? C'est en fait une représentation virtuelle d'une personne, d'un avatar, d'accord? Et on peut comme ça faire ce qu'on appelle les hologrammes. Alors les hologrammes réels, ça coûte très cher et techniquement c'est pas encore possible. C'est avec des lasers et ainsi de suite. C'est pas ma spécialité, mais on peut faire ce qu'on appelle les pseudo-hologrammes. Les pseudo-hologrammes, en fait, on triche un petit peu, d'accord? Et vous savez, il y a beaucoup d'artistes de rap américain sur lesquels on a fait des hologrammes. Il y a même des artistes arabes comme Uncle et ainsi de suite. Et bon, en Algérie, il y a une petite boîte qui a fait ça il y a quelques années. Donc avec notre cher Cheb Hassani Rahmou. Et donc là, vous allez voir, Cheb Hassani, il est virtuel, c'est un avatar ici. Par contre, tous les musiciens ici sont
des musiciens réels. Et c'était dans un théâtre, dans une salle d'hôtel, dans laquelle les musiciens étaient réels. Et Cheb Hassani, qui est mort en 94, je crois, donc on a fait revivre Cheb Hassani. Donc, voilà. La technique, c'est quoi? En fait, on modélise à l'avance Cheb Hassani, bien évidemment avec un avatar. On a fait aussi plaquer une texture dans le visage de Cheb Hassani, les mouvements, et ainsi de suite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met, vous avez vu, il y a un grand écran ici, qui est oblique à 45 degrés comme ça, que le public généralement ne voit pas. D'accord? Tellement c'est sombre, les jeux de lumière, et ainsi de suite. Il y a un vidéoprojecteur en haut qui projette vers un miroir qui est sur le sol de la scène et ça reflète sur cet écran. Et on a l'impression que Cheb Hassani. Alors, il n'y a pas que Cheb Hassani qui a fait ça, il y a aussi en France Mélenchon, le candidat Mélenchon donc, au présidentiel. Il était à Paris et il a fait aussi un hologramme de lui. Et donc, il était à la fois à Paris, à Lyon. Je crois que cette année, il l'a fait même dans 8 villes. Donc on peut imaginer par exemple un discours quelque part d'un candidat ou d'un chanteur qui est quelque part dans une ville et qui se présente aussi dans les 8 villes, les 8 autres villes. Alors quelques chiffres pour terminer mon exposé. Le nombre d'utilisateurs de réalité virtuelle a augmenté rapidement. Vous voyez par exemple ici, ils étaient à peu près 7 millions. En 2018, ils étaient déjà 170. En 2022, on est déjà, je pense, arrivé à 350 millions d'utilisateurs dans le monde de réalité virtuelle. Donc, un nombre de casques aussi qui est vendu en conséquence. Quelles sont les applications qui financent énormément donc, la réalité virtuelle ou qui demandent beaucoup à développer la réalité virtuelle? La première, c'est vraiment la santé. La santé, ils sont très intéressés par ces technologies, on le comprend, c'est pour la formation, pour la modélisation, la simulation. Il y a aussi l'éducation, donc la formation au sens large, à la fois à l'école, mais aussi dans la formation professionnelle. Faire apprendre à quelqu'un, par exemple, à contrôler, à faire marcher une grue virtuelle avant de le mettre dans la grue réelle, voilà, ce genre d'application. Et après arrivent d'autres... Donc le très négocié d'information, puis après il y a tout ce qui est industrie, manufacturing, tout ce qui est automobile, avion et ainsi de suite, puis après arrive le reste, comme le marketing, les militaires et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien qu'au départ de la réalité virtuelle, les militaires étaient très intéressés, c'est eux qui ont financé, mais maintenant c'est le civil, la santé. Oui, je pointe sur ici alors que je devais pointer. Donc voilà, donc les militaires sont à peu près ici, d'accord? Et c'est vraiment la santé et l'éducation qui est très porteuse. Alors juste pour terminer, donc pour revenir, parce que j'ai parlé de réalité virtuelle, réalité augmentée, je vous ai parlé un petit peu de métaverse, mais pas beaucoup. D'accord? Donc métaverse, en fait, c'est un mot qui est composé de 2 mots. Donc méta, ça veut dire le monde parallèle, enfin, tout ce qui est parallèle, comme la métaphysique, et ainsi de suite. Et verse vient du mot univers. Donc c'est univers parallèle. En fait, Facebook, ce que veut, ou le métavers de manière générale, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on puisse un jour, et moi je le vois dans 2 ou 3 ans, les applications Facebook que vous avez sur votre smartphone vont disparaître. Vous allez acheter des lunettes, parce que les lunettes elles vont être légères et pas chères, ils vont mettre le paquet. Et donc vous allez mettre les lunettes, vous avez vos amis Facebook qui sont à côté de vous, sur la même table virtuelle, sur les mêmes canapés virtuels, vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir aller au supermarché pour acheter des choses, vous allez avoir des choses sociales, vous allez travailler maintenant en virtuel, et ainsi de suite. Quand Facebook est arrivé en 2008, personne n'y croyait. Et maintenant, il y a peut-être 2-3 milliards qui l'utilisent dans le monde, voire plus. Et moi, je pense que le métaverse, personne ne le croit encore, mais je suis sûr que dans 3-4 ans, 5 ans maximum, tout le monde sera dans le métaverse et on aura oublié complètement Facebook.
parce que ce sera le réseau social de l'avenir. Voilà. Alors, je termine juste avec ce dernier transparent pour revenir un petit peu à l'esprit du Spring School. Si on veut faire de la réalité virtuelle en termes de recherche, par exemple des sujets de doctorat, des projets de recherche, ben, il y a 4 grandes thématiques importantes. La première, c'est comme il y a l'utilisateur dans la boucle, et ben, il faut analyser, modéliser l'activité humaine. Donc tout ce qui est ergonomie, psychologie, voilà, ce genre de choses. Donc il y a pas mal de travaux qui peuvent être lancés dedans. Le deuxième, bien évidemment, c'est étude et modélisation de l'interface utilisateur, donc la reconnaissance de la parole, la synthèse de la parole, la fusion de la parole et du geste, la reconnaissance de gestes par caméra, par ordinateur. Donc il y a tellement de sujets qui sont porteurs sur ces aspects-là. Comment dirais-je, la réalité virtuelle apporte une contrainte supplémentaire, il faut que ce soit en temps réel. Vous avez des systèmes qui reconnaissent les gestes, mais peut-être pas en temps réel, d'accord? Là, on a besoin du temps réel parce que si je veux faire bouger un objet d'un endroit à un autre, il faut que le système reconnaisse rapidement le geste, le suit et reconnaît à l'instant T, pour ne pas avoir de problèmes. Ensuite, modélisation et conception de l'environnement graphique. Les deux spécialistes vont vous parler de ça, c'est-à-dire créer le modèle 3D de l'environnement, des objets, d'accord, et qui soit aussi temps réel, donc il ne faut pas que ce soit complexe, ce n'est pas de ray tracing, si vous connaissez un petit peu, donc c'est vraiment de la modélisation qui permet, et de la simplification de représentation graphique qui permet d'avoir le temps réel. Et puis, pour lier un petit peu, arriver au problème, traiter les problèmes de mixage d'objets réels et d'objets virtuels, et ben, il faut des algorithmes et des programmes de vision par machine, donc, et de traitement d'image, qui permettent de représenter le réel, enfin l'environnement réel, qui permettent de traiter ces images et qui permettent de faire un petit peu intervenir ce qu'on appelle l'apprentissage, le deep learning, voilà, ce genre de choses pour la vision par machine. Et voilà. Merci. Pour cette présentation, je dirais, pédagogique qui a initié les personnes présentes à ce qu'est d'abord la réalité virtuelle et différentes applications. Bien, avant d'ouvrir, j'ai vu des personnes auxquelles je tenais à rendre hommage, des personnes qui sont venues assister, qui ont tenu à assister, qui sont là parmi nous, donc aux anciens professeurs, donc je pense à M. Rahmouli, merci d'être venu. Tout à l'heure, j'ai omis de remercier le staff technique qui était derrière l'IGL ou Anissa qui m'accueille. Je pense notamment aux personnes du vice-rectorat, Omar, Sabah, etc., qui ont participé à la conception du site. Il y a aussi ici le représentant de CD Systems qui a apporté son soutien par rapport à la logistique et par rapport au design. Par rapport du logo, le logo donc de notre conception. Et donc le débat est ouvert. Maintenant, on se donne 10 minutes pour les questions avant la pause. Voilà, donc. Qui a une question? Enseignant au département d'informatique. Donc je vous remercie pour la présentation. Donc ma question concerne cette technologie. Donc, dans votre présentation, vous avez présenté les avantages de cette technologie dans divers domaines, médical, militaire, industriel, etc. Mais la question, quels sont les risques? Cette technologie, lorsqu'elle est utilisée par les professionnels, très bon. Mais aujourd'hui, on a vu que cette technologie, l'usage donc, il est de plus en plus, il s'étend de plus en plus aux particuliers. On l'a vu par exemple dans des applications jeux telles que Pokémon Go, qui utilisent de la réalité augmentée. Donc, quels sont les risques? Comment faire la distinction entre des espaces privés, des espaces publics, etc. Merci. Parler un petit peu de ça, c'est-à-dire l'aspect humanité numérique, c'est-à-dire quels sont les effets de ces technologies sur les humains, donc, parce que c'est lui le spécialiste, mais je pourrais dire... parce que moi je ne suis pas spécialiste de ces aspects du risque, mais je sais qu'il y a des gens et des chercheurs en psychologie,
dans le domaine de l'ergonomie, dans le domaine de l'enfance, qui travaillent sur ces aspects-là. Moi, je peux juste vous dire que on a fait beaucoup de démonstrations. Bien évidemment, ces technologies, il faut les prendre avec précaution. Surtout pour les enfants de moins de, on va dire, de 10 ans. D'accord. Par contre, je suis assez surpris, mais il y a mon fils qui est là, qui s'appelle Naïsem, voilà, qui a 8 ans. Donc, bon, je suis obligé de temps en temps qu'il utilise le casque, d'accord. Eh bien, je trouve qu'il est moins addictif que sur un portable, un smartphone. Si vous lui donnez un smartphone, pour lui retirer, il faut une bagarre, d'accord. Par contre, le casque, je lui mets le casque, il y a des jeux d'abord qui ne sont pas comme les jeux des smartphones, c'est des jeux souvent ce qu'on appelle les jeux sérieux, c'est des jeux ludiques, même parfois il y a des jeux de descente de ski, tout ça. Et bien au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il enlève le casque et il s'assoit. Donc tout seul, en fait, il se retire et on a essayé ça avec plusieurs enfants. Et heureusement, enfin, je ne sais pas quelle est l'explication par rapport à ça, mais j'imagine, moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'imagine que par rapport à un smartphone où on est assis comme ça, on a mal ici, les doigts, on a mal, on ne bouge pas, le casque, en fait, on peut faire du sport avec le casque, on peut faire de la gymnastique sans savoir. C'est-à-dire, il y a des jeux que j'ai montré à mon fils où il est obligé de bouger dans la salle, donc il a un casque pour aller chercher une balle. C'est pas avec une souris, il faut qu'il bouge. Avec le casque, il faut qu'il bouge comme ça, aller chercher la balle, la mettre ici, donc il se fatigue physiquement. Je pense que ça amène quelque chose. Donc bien sûr, je tire avantage par rapport à la réalité virtuelle, mais disons que par rapport au risque, il y a des gens qui travaillent dessus, je peux vous indiquer un petit peu quelques liens, si vous voulez, un petit peu, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, pour savoir que les gens, on a même... organisé en France, c'est pas moi, mais on a organisé en France tout un atelier pendant 3 jours où on a discuté de ça. Il y a un rapport qui est sorti que je pourrais vous envoyer sur les risques de ces technologies. Il faut faire bien évidemment attention. Comme toute technologie, elle a ses avantages et elle a un petit peu ses inconvénients. Oui, another question? Professeur ici. Professeur Yousfi, qui nous a honoré de sa présence, il est chef de chirurgie, chef de service en neurologie. Alors je suis peut-être un extraterrestre. Non, c'est moi l'extraterrestre. Mais sincèrement, je suis professeur en chirurgie urologique et en même temps je suis le président du conseil scientifique de l'EHU. D'accord. Et je suis venu uniquement pour l'inauguration. Et je suis encore scotché ici, pourtant j'ai 2 malades à opérer. Ils ont commencé et je dois y aller. Donc vous voyez que c'est dangereux d'utiliser la technologie, parce qu'elle a oublié ses malades. Elle a préféré. Ils ne sont pas oubliés parce que... Il y a des assistants. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à tout progrès. Le plus grand avantage, et on l'a vu, on a par exemple ce qui se passe en Occident, c'est qu'on a de la chirurgie robotique. Et la chirurgie robotique, elle a bouleversé un petit peu la celluliochirurgie qui était en 2D. Oui. Par la suite, il y a eu la robotique, c'est une impression virtuelle. On a une machine, on est assez de temps et on est en train d'opérer. Donc on voit ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur, donc on peut y aller. On a une visibilité à l'intérieur qu'on n'a pas en 2D, même en chirurgie ouverte. Oui. En 3D, on ne voit pas ce qu'on voit en virtuel parce que les caméras peuvent aller dans des endroits qui sont peut-être inaccessibles à l'œil. Il y a aussi un autre domaine qui est ce qu'on appelle la fusion d'images. Et la fusion d'images, c'est de profiter de toutes les explorations qui se font du point de vue exploration médicale, radiologique et tout ce qui s'ensuit, et de les utiliser en temps zéro quand on fait le geste opératoire. C'est ce qu'on appelle le mixage des images. J'ai eu l'avantage il y a quelques années de faire un stage à l'ERCAT, Strasbourg, et je sais qu'il y a eu un développement inimaginable. Très avancé. Très avancé. Et on avait visité à l'époque même le bloc du futur, où on a toute l'exploration à l'intérieur. Et l'avantage, c'est que, un petit exemple pour que ça va être
beaucoup plus simple. On peut avoir une tumeur à l'intérieur du foie et qui n'est pas visuelle. On ne va pas la voir quand on ouvre, on ne la voit pas. L'avantage de fusionner ces images, c'est que la transmission d'une image de toute l'exploration qui se fait au niveau du foie va vous montrer en temps réel où il faut inciser pour trouver cette tumeur pour l'extraire. Et donc, c'est vrai que ça a aussi un inconvénient, peut-être l'addiction, etc. Donc tout ça est... Mais ça a ses avantages. Mais elle a beaucoup d'avantages et je pense qu'on n'a pas le droit de... Il y a les enfants qui se sont adaptés très rapidement par rapport à nous. Nous avons aussi eu une adaptation par rapport à nos prédécesseurs, ainsi de suite. Donc le progrès, c'est le progrès. Merci. Voilà, je voulais surtout donner quelques précisions. Je pense que le jeune homme, il ne voulait pas dire on arrête, j'imagine. Non, non. Oui, il voulait dire juste qu'il faut faire attention, je pense que c'est bien. Alors, juste pour vous dire, on a un projet de brevet, donc je ne peux pas parler, parce qu'il n'est pas encore en Algérie, sur ces aspects-là, donc d'opération chirurgicale avec ces dispositifs. Donc, cette technologie arrive aussi en Algérie, mais c'est vrai qu'à Strasbourg, c'est des pionniers. Et maintenant, chaque semaine, ils opèrent. Chaque semaine, ils opèrent en mélangeant la réalité virtuelle, l'imagerie IRM, ce genre de choses. Ce n'est pas une question, c'est un témoignage de l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine médical. Monsieur Kchak, oui. Merci, professeur Albi, pour la présentation, qui était quand même, c'est vrai, très pédagogique. Vous avez parlé de digital twin, bien de jumeaux digital, et vous avez dit que à travers les jumeaux digitaux, donc on essaye de, c'est-à-dire ceci permet, par exemple, d'avancer l'apprentissage dans le milieu industriel. La formation. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette technologie qui est le digital twin permet, d'après ce que je vois, de faire avancer ce domaine qui est la réalité virtuelle et la réalité augmentée? Est-ce qu'on peut dire ça? Merci. Alors, d'abord, la réalité virtuelle a bénéficié de deux éléments. La démocratisation des casques, qui sont devenus moins chers, et l'industrie du jeu. Parce que s'il n'y avait pas l'industrie du jeu, on serait encore un petit peu en retard. Pourquoi? Parce que l'industrie du jeu a ouvert à un certain moment ces plateformes de développement graphique à la communauté. Et on a vu sortir deux plateformes moins connues, c'est ce qu'on appelle Real Engine et Unity 3D, sur lesquelles ils vont se former les participants cet après-midi et demain après-midi. Donc s'il n'y avait pas ça, et qu'on était encore obligé à afficher le pixel et ainsi de suite, on ne serait pas... Et je pense aussi que le digital twin qui intéresse le oil and gas, qui intéresse l'industrie de construction, les engins de construction, va permettre bien évidemment encore de donner un coup de pouce, parce que on va être obligé de faire ça. On va être obligé de faire ça pour deux raisons. La première, c'est qu'on va former les gens dessus, mais les gens, par exemple, de oil and gas, de turbines et tout ça, pensent à autre chose. Ils pensent que quand on a un digital twin, on peut accélérer la simulation. Et donc on peut savoir quand est-ce que la machine va tomber en panne, réel. D'accord? Et donc on peut prédire les pannes des machines avant que ça arrive. Donc vous voyez que ça peut aussi donner des éléments importants. On se reposer pendant... Donc nous avons 25 minutes pour la pause café. Je vous invite, c'est juste ici à la sortie, et puis on reprend dans 25 minutes. C'est ça. Merci.